Bien, la 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar 2022 se déroule du côté du Qatar. Comme vous le savez, le continent africain est représenté par ces 5 nations. Nous avons le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et le Cameroun. Donc, nous allons en parler dans cette émission Tribune des Sports de ce soir. Bien sûr, les prestations ou les niveaux qu'a affiché les nations africaines, bien sûr, par rapport à cette Coupe du Monde, et aussi les statuts des les grandes nations du football. Il y a de ceux-là qui ont respecté leur statut, il y a de ceux-là qui ont été surpris. Donc, il y a eu des sensations, bien sûr, dans cette édition de la Coupe du Monde. Et pour ce faire, dans cette émission, nous recevons pour vous aujourd'hui, il est encore seul, c'est Freddy Toulé, un journaliste, analyste sportif, qui s'y connaît bien, à qui je m'en vais dire bonsoir Freddy. Bonsoir, monsieur J.C. Mwamba, et très heureux encore une fois de partager ces plateaux de télévision avec vous. Voilà, Freddy Toulé, on attend directement, le monde vibre au rythme bien sûr de la 22e édition de la Coupe du Monde, Qatar 2022. D'abord, d'emblée, comment vous avez trouvé l'organisation partant de la cérémonie d'organisation, le match d'ouverture, tout ça, et comment vous avez trouvé? Bon, d'emblée, je vous dirais que en ce qui concerne l'organisation, en tout cas, je suis très satisfait et très ému par rapport aux organisateurs. Il y a des jolis stades qui accueillent des différentes compétitions dans ces petits pays de l'Asie. C'est une première dans l'histoire que la Coupe du Monde se joue sur dans les continents asiatiques, c'est pour la deuxième fois. Oui. Mais du côté des musulmans, la terre arabe, c'est une première avec l'organisation de la 22e Coupe du Monde où les Qatar... avec leurs multiples conditions. Voilà. La première organisation dans ce continent plus peuplé de la planète, c'était en 2002 lors de la co-organisation Corée-Japon, où c'est le Brésil qui avait donc remporté les trophées en battant donc l'Allemagne en finale, 2 brosse. Mais cette fois-ci, la grande question reste, il y a crise entre les pays hôtes et l'organisateur de l'événement. Comment ça? Comment expliquer? Il y a crise. Mais il y avait pardon, je vous relance parce que vous parlez de crise. L'organisateur avait lancé un cahier des charges qui devrait être rempli pour que cela soit octroyé, bien sûr, à un pays à organiser. Les Qatar avaient postulé, il a gagné, où l'organisateur lui a bien sûr donné ces pouvoirs-là d'organiser. Alors, d'où vient cette crise que vous déploré aujourd'hui? Le monde arabe, d'abord, les problèmes d'alcool posent problème. Lorsque vous recevez 31 nations qui se déplacent pour la grande fête du football mondial, lorsqu'il y a des restrictions autour du stade, on n'a pas besoin de voir les gens en train de prendre l'alcool. Au niveau de leur hôtellerie, c'est strict. Il y a des conditions. Donc vous êtes des mariés, vous êtes admis dans de très bonnes conditions. Si vous n'êtes pas des mariés, il faut éviter de faire du n'importe quoi. Et du côté de l'organisateur voulait que la fête soit totale. Il y a bien la fête, la fête du football mondial. Total dans les débauches ou je ne sais pas. Mais quand les pays organisateurs vous soumettent à leurs principes, mais écoutez, vous devez qu'à vous soumettre. Mais ça, c'est pas une crise. La FIFA, lorsque vous acceptez d'appartenir à la Fédération internationale de football, vous ratifiez votre pays à ce que la FIFA a comme réglementation à ce qui concerne le football. Aujourd'hui, les pays européens, vous savez ce qui s'est passé avec les couleurs, les multicolores qui ne sont pas acceptées. L'avion de la délégation allemande a été donc refusé d'atterrir à Doha. Il fallait aller d'abord en Arabie Saoudite et puis changer l'appareil et puis atterrir. Lorsque vous regardez, même les brassards que les capitaines de toutes les sélections utilisent, c'est la FIFA qui octroie les brassards. Parce qu'il y avait 7 ou 8 pays européens qui voulaient donc résister et poser des conditions. On a dit niet pour les brassards, c'est la FIFA. Vous portez votre brassard de multicolores, il y aura des sanctions. Mais de ce côté-là, c'est dans un pays musulman, les musulmans c'est toujours comme ça. Les Arabes, lorsqu'il faut aller
de la façon il faut être radical et puis montrer aux gens qu'il faut respecter nos traditions. Les Arabes ne badinent pas, ils ne reculent pas. Et du côté des Européens, ils étaient obligés de reculer et de se clouer à ce qui concerne ce que nous avons dit comme il y a une crise entre les pays hôtes et l'organisateur de l'événement. Mais tout cela, ça sera débattu lorsque on sera après le 18 décembre. À ce moment-là, on va sortir les griffes. Est-ce que c'est pas de cette occasion que les Qataris ont refusé de donner les médias européens à la diffusion, bien sûr, de la Coupe du Monde? Mais comme vous le savez, les patrons de Beansport, c'est le directeur général de Paris Saint-Germain. Si, il y a autant de millions dépensés avec Beansport. Il y a El Jazeera. Ce sont les médias des Arabes qui doivent profiter de ces grands événements. Canal+. Il faut accepter. Il y a des moments où Canal+ a l'exclusivité. Et Beansport vient aussi souscrire et pour racheter quelques actions pour diffuser la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est Beansport qui a le monopole de la retransmission et les chaînes arabes de El Jazeera. Il faut accepter. Aujourd'hui, Canal+ a accepté de nous inclure dans le bouquet quelques chaînes anglophones avec les chaînes de Super Sport. Non, il était obligé de le faire parce qu'il a besoin à l'Afrique francophone aussi de suivre la Coupe du Monde, mais cette fois-ci vous suivez la Coupe du Monde mais avec les commentateurs anglais. Donc l'essentiel, le football a ses langages, donc vous suivez l'anglais. Lorsqu'on commande les matchs en anglais, c'est aussi chaud. Nous suivons, c'est pas un problème. Mais je sais, Mwamba, cette 22e Coupe du Congo, Coupe du Monde. Coupe du Monde, s'il vous plaît, je m'excuse pour ce lapsus. Cette 22e Coupe du Monde, je commence à avoir l'impression que ça risque aussi de nous créer des surprises. C'est-à-dire quoi, des surprises? Nous allons tenter de vérifier quelque chose. C'est le plan technique. Quand je parle de surprises, lorsque l'Argentine joue la première journée, l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite, c'est déjà une surprise. Ah bon, vous voulez pas. Lorsque vous voyez l'Allemagne jouer avec le Japon, l'Allemagne battue de la même manière par le Japon 2-1. Vous êtes allé trop vite, parce qu'on allait. Lorsque j'allais vous poser cette question. J'ai ouvert seulement une parenthèse. C'est des surprises qu'il faut accepter. Mais la grande question reste aussi, est-ce que la Coupe du Monde qui se joue pour la deuxième fois dans les continents asiatiques, est-ce que c'est le Brésil qui va remporter le trophée comme en 2002? Parce que 20 ans après, 2002, 2022, il y a toujours les deux. En 2010, en Afrique du Sud, c'était l'Espagne, une première que les Européens ont remportée en dehors du continent européen. Donc, parce que sur les sols africains, lorsqu'on a organisé la Coupe du Monde pour la toute première fois en Asie, c'est le Brésil qui a remporté les trophées. Et après avoir remporté en Afrique par l'Espagne, il fallait maintenant venger le mondial 1958 organisé par la Suède. C'est le Brésil qui avait donc remporté le trophée en battant les pays hôtes sur la note de 5-2. Et les Allemands, disons les Européens, avaient cette soif. Un jour, il faut aussi rafler les trophées en Amérique. C'est ce qui est arrivé en 2014, lorsque le Brésil avait donc perdu en demi-finale devant l'Allemagne. 1-7, il y a eu des pleurs et des grincements des dents, parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne s'est ouvert l'autoroute de la finale, et en finale, l'Allemagne a donc dominé l'Argentine de Léo Messi 1-0. Mais la 22e Coupe du Monde a respecté la tradition avec ce qu'il y avait comme le statut des grands favoris dans cette compétition. À l'image de la France, tenante du titre, qui s'est imposée devant l'Australie. Il y a l'Angleterre qui est pointé comme l'un des grands favoris dans cette compétition, le vice-champion d'Europe, en éclaboussant l'Iran sur la note de 6-2. Il y a aussi l'Espagne. Il y a le Brésil, avec le statut des favoris qui s'est imposé. Parmi les 4 grands favoris, c'est l'Argentine qui a chuté la première journée. L'Allemagne, le Portugal et l'Espagne étaient considérés comme des outsiders. Et dans ces rôles de outsiders, en tout cas, le Portugal a bien rempli sa mission. Il y a l'Espagne aussi qui a donc donné une leçon, une leçon de football aux Costa-Ricains, 7-0. Donc, dans cette Coupe du Monde, ces scores-là. Parlons d'abord du Portugal. On n'est pas loin des Zaïre, voilà. Ça n'a pas été
ça n'a pas été. Et Dieu a fait que ça se limite à 7. Parlons du Portugal, parce qu'hier, il était face au Ghana. Un penalty qui a créé des polémiques. On a fait un constat, c'est comme si Freddy Toulé, la VAR ne fonctionne que lorsque les pays européens obtiennent des fautes, ou soit il y a quelque chose d'avantageux, les avantages. Lorsqu'il y a un pays africain, mais ça crée des polémiques dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi même des médias africains, parce que regardez les deuxièmes buts du Portugal, si vous regardez bien, il y a, pas limite, il y avait le pied du buteur qui était un peu avancé par rapport à la ligne limite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de louche, parce qu'on n'a pas consulté la VAR. Vous avez le penalty de Cristiano Ronaldo, le premier but d'ailleurs du Portugal, qui a créé polémique. On n'est pas revenu sur la même action pour voir dans quelle position la faute a été commise. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire? Bon, mais c'est juste moi, je m'inscris d'abord en faux par rapport à votre démarche concernant la VAR. C'est pas moi. Non. C'est pas moi, je fais les constats. Je sais que le public a réagi par rapport aux SMS, il y a ceux qui vous ont écrit, mais moi je m'inscris en faux. Nous étions à la Lina Foot le mardi passé, on suivait les matchs avec quelques amis de la Lina Foot et quelques journalistes, on suivait les matchs. Tunisie-Danemark. Il y avait des fautes. Une fois il y a eu faute, on s'est dit, comme l'arbitre va recourir à la VAR, donc cette fois-ci, il va accorder un pénalty aux Danois. Et l'arbitre est allé. Il a constaté que les premiers joueurs qui avaient commis la faute sur les corners directs du Danemark, c'était les joueurs danois. Il y avait déjà 1 ou 50 secondes passées comme ça, et il est revenu à la faute, il a sanctionné un coup franc indirect. Pour revenir à la charge de la rencontre d'hier entre les Portugais et les Ghana, les Africains ont suivi les matchs avec beaucoup d'émotion, parce qu'à chaque fois on suivait les actions de Cristiano Ronaldo de très près. Lorsqu'il y a des grandes stars dans cette compétition, même les organisateurs, lorsqu'ils organisent, ils veillent à ce que les attaquants soient protégés. Non, mais le football, on ne peut pas... Lorsque vous êtes star, vous avez pris de l'âge, on ne peut pas vous cajoler, on ne peut pas... C'est le football, c'est les jeux physiques. Les attaquants, il faut les protéger. C'est les jeux physiques. À mon humble avis. On ne peut pas avoir la prestation à ma manière. On a vu Neymar sortir hier sur blessure. On a vu les chevilles. Pourquoi on ne peut pas les protéger? Parce que c'est une star. Non, je ne parle pas de protéger. Alors, on protège plus les attaquants dans des situations pareilles. Mais lorsque l'arbitre qui était mieux placé constate qu'il y avait l'anti-G, il accorde un pénalty. On peut se dire que c'est un pénalty généré, c'est un pénalty fantaisiste, mais lorsque l'arbitre a pris la décision, les arbitres assistants ou ceux qui s'occupent de la VAR, si ceux-là constatent que c'est correct, on n'a pas demandé à l'arbitre central de venir consulter la VAR pour apprécier encore une fois. Peut-être s'il est constaté qu'il y a quelque chose, on pouvait appeler l'arbitre central, venez. Essaie un peu de visualiser encore à ce moment-là, c'est lui qui devrait donc prendre la décision. Je pense que les matchs Portugal-Ghana, lorsque le Ghana est revenu à la charge du Portugal, un but partout, il y a eu l'euphorie. Mais moi je dirais qu'il y a eu erreur de coaching du côté des sélectionneurs des Black Stars du Ghana. Quelle erreur? Parce qu'il a fait sortir Ayou et... Il y a des joueurs qu'on appelle les joueurs cadres. Les joueurs qui jouent sur le terrain, il est joueur... Il est le capitaine et il est comme un entraîneur assistant sur le terrain, sans que vous le sachiez. La sortie d'André Ayou a un peu fragilisé sur l'état psychologique des Black Stars du Ghana. Non, c'était juste après sa sortie. Au moment où il est en train d'être congratulé par ses coéquipiers, et à ce moment-là, il y a le deuxième but du Portugal. Suite à une erreur monumentale de la défense. Tu vois, les ballons qu'on donne comme ça en profondeur, il faut être toujours très prudent. Parce qu'un défenseur doit toujours se mettre en tête. Si je laisse passer les ballons, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Les Italiens ont toujours appelé ça la zone dangereuse. Lorsque tu laisses passer les ballons, et s'il y a un renard derrière vous, il n'a qu'à propulser le cuir au filet.
Première erreur de la défense ghanéenne. La seconde, au niveau des vous êtes dans la moitié du terrain de l'adversaire. Lorsque vous jouez en latéral, il faut faire très attention et puis il faut assurer. Et il faut vous perdre avec l'efficacité des contre-mortels avec la sélection portugaise. C'est toujours très dangereux. Et on a laissé le porteur de ballon arriver jusqu'au niveau des 20 mètres. Et il avait qu'à donner une offrande à son coéquipier qui évolue du côté de Milan, c'est pour marquer le 3e but. Et les Ghana Harbi, la marque c'est quand même quelque chose de bien, mais la grande question reste pour les nations africaines. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande question, nous devrions nous poser, nous, Africains, est-ce que nous étions prêts à jouer cette Coupe du Monde avec les ambitions de rééditer l'exploit de 2010 avec les Ghana qui s'est ici en quart de finale, l'exploit de 2002 avec le Sénégal en quart de finale, l'exploit de 1990 avec les Cameroun. Parce que jusqu'à présent, le continent africain n'a pas encore goûté au maximum des matchs à ce qui concerne la Coupe du Monde. S'il y aura 7 matchs, c'est retrouver au niveau des carrés d'as et jouer tous les matchs. La grande question aussi, est-ce que parmi les 5 nations, lorsqu'on regarde les Cameroun qui a commencé avec une défaite, les Sénégal qui avait commencé avec une défaite mais qui s'est relancé avec une victoire devant les pays hôtes 3-1, lorsqu'on regarde les Black Stars ont commencé avec une défaite, hormis les Maghrébins, la Tunisie et le Maroc ont commencé avec les Nils blancs. Est-ce qu'il y a espoir de prédire qu'on aura peut-être 2 ou 3 représentants au 2e tour et chercher à avoir un représentant au niveau des quarts de finale? Mais on peut, bien qu'on va, on va partir, on va parler de nation par nation. On a parlé du Ghana. Il y a le Sénégal qui aujourd'hui dans l'avant-midi, je peux dire, il a eu à battre cette équipe iranienne. Donc, et cette équipe du Qatar, 3-1, ce n'est pas le moindre. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Sénégal met du sérieux par rapport à ce qu'il attend, et puis il peut franchir d'abord, se qualifier au niveau de 16e, comme on peut dire. Bon, on regarde d'abord, le Sénégal a commencé une défaite avec la Hollande. C'était le lundi dernier, battu 0 but contre 2. Au terme d'une rencontre où le Sénégal avait dominé la deuxième partie. La possession d'ailleurs. C'est le réalisme des Oranges qui a primé. Avec De Jong qui a déposé les ballons sur la tête de son coéquipier et Mendy s'est loupé dans sa sortie. Et le deuxième but, il fallait voir l'intelligence de Memphis Depay avec une frappe au ras de sol bien croisée qui a mis les portiers sénégalais en difficulté. Il a mal repoussé. Et on a achevé l'action pour 2 buts à brosse. Et pour la deuxième journée, le Sénégal s'est bien relancé en battant les pays hôtes, le Qatar, sur la note de 3 buts à 1. C'est bon pour le Sénégal, mais maintenant il faut attendre la dernière journée. Parce que les résultats entre la Hollande et l'Équateur vont déterminer. Si la Hollande bat l'Équateur, à ce moment-là, la dernière rencontre entre le Sénégal et l'Équateur, ça sera comme une finale. Malheur au perdant, 1-0. À ce moment-là, nous allons recourir au goal average pour voir qui a la meilleure attaque, qui a beaucoup encaissé. Donc, les Sénégalais doivent se mettre en tête que la finale, c'est face à l'Équateur. C'est pas l'Équateur de Mandaka, j'espère. Non. Ah oui, parce que nos amis de Mandaka peuvent croire que l'Équateur qu'on parle ici ou qu'on fait allusion ici, c'est l'Équateur de Mandaka. Non, c'est l'Équateur qui joue la Coupe du Monde. Nous avons encore 2 nations africaines. Bon, je parle de... S'il faut parler de la Tunisie, oui, je voulais parler de Tunisie et le Maroc. Un match nul avec le Danemark, 0-0 dans ces groupes. Et la deuxième journée, la Tunisie va affronter l'Australie qui avait perdu devant la France 1 but contre 4. Donc, si la Tunisie a besoin de préserver ses chances, il ne faut pas perdre les matchs contre l'Australie, soit gagner ou faire un nul. Mais quand vous faites un nul, le dernier adversaire qu'il faut affronter à la 3e journée, le 30 novembre, ça sera la France. Tenante du titre. Donc le 26, peut-être que la France joue son avenir contre l'Australie. Il faut éviter une défaite. Parce qu'un match nul peut te donner l'espoir. De la façon dont cette équipe a joué lors de la première journée, ça promet. Vous avez vu une équipe... Oui, ça promet. C'est une compétition. Les choses peuvent changer du jour au jour. On peut commencer une compétition en beauté
et terminer mal. On peut commencer timidement et monter en puissance. Et s'il faut parler aussi avec les Lions d'Atlas du Maroc qui ont donc entamé la Coupe du Monde Qatar 2022 avec un nil blanc devant l'équipe vice-championne du monde, la Croatie de Modric, 0 but entre les deux formations. Donc, là, en fait, 1-0-0. En fait, 1-0-0, on s'excuse pour ce lapsus, donc c'est 0-0. Oui. Donc, entre le Maroc et la Croatie. Oui. Donc, dans ce groupe, c'est la Belgique qui est en tête après avoir dominé le Canada sur la note d'1-0. Pour la deuxième journée, il y aura le choc Belgique-Maroc. Oui. Il faut soit battre les Diables Rouges, se mettre à l'abri. C'est quelque chose qui n'est pas ou facile. Éviter une défaite devant les Diables Rouges. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Oui, c'est un match de football, tout peut arriver. S'il faut parler de l'historique des équipes africaines, le Ghana est à sa 4e Coupe du Monde. Oui. Le Ghana, pour sa première Coupe du Monde en 2006, le Ghana a été donc écarté en 8e de finale. En 2010, le Ghana est arrivé jusqu'en quart de finale. Oui. En 2014, le Ghana s'est hissé, pas hissé en 8e de finale, mais le Ghana a été donc éliminé au premier tour. Et en 2018, les Ghana n'étaient pas là. Et en 2022, les Ghana va donc jouer, cette fois-ci avec les ambitions d'aller les plus loin possible. Lorsqu'on regarde la Coupe du Monde 2006, 2010 et 2014 pour les Ghana, il y a eu quand même espoir de penser que les Ghana qui a déjà joué le deuxième tour de la compétition, à 2 reprises, cette fois-ci, les Ghana peuvent rééditer l'exploit, mais le mal que les Ghana a commencé la Coupe du Monde avec une défaite. Le Sénégal, qui joue sa 3e Coupe du Monde, c'est la première participation avec une génération dorée en 2002 qui est restée gravée dans les mémoires de tous les Africains avec cette équipe qui avait donc battu les tenantes du titre, la France, 1-0 avec le but de Bouba Diop. Si. Et le Sénégal était éliminé en quart de finale par la Turquie, alors qu'en 8e de finale, le Sénégal avait sorti la Suède. Parler du Cameroun, le Cameroun... Je voulais qu'on parle un peu du Cameroun, parce que le Cameroun, lors de la première journée, une équipe qui... à part le Sénégal, par où l'espoir des Africains reposait avec son président de la fédération, Samuel Eto'o, qui d'ailleurs sur le plan communicationnel, il fait télécommunication de haute, donc HD, je peux dire haute définition sur le Cameroun, mais le Cameroun qui a dominé les matchs, mais au finish, il a sombré, il a encaissé des buts dont je peux dire qu'il a été surpris. Pas surpris. Lorsque vous jouez avec la Suisse, nous avons vu comment est-ce que l'équipe suisse s'est comportée lors de l'Euro 2021. L'Euro 2020 qui s'est joué en 2021. Oui. La Suisse avait sorti donc la France à l'étape des 8e de finale. Et la Suisse, lorsque vous jouez avec la Suisse, il faut faire très très attention. C'est une nation qui joue le football mais de manière un peu réservée, avec un fort rythme. C'est-à-dire quoi? Les Camerounais avaient laissé en première période le monopole au ballon aux Suisses. Ouais. Et les Suisses monopolisaient le ballon, mais ils avaient du mal à cadrer même un seul tir en première mi-temps. Non, mais parce que la défense... Et les Camerounais avaient eu l'opportunité en sortant avec des contres rapides, et les Camerounais se sont procurés 2 ou 3 belles opportunités. Par manque de réalisme. Manque de réalisme et de lucidité et de bien assurer la frappe pour envoyer le cœur au fond de filet. Choupo-Moting et les autres n'ont pas pu faire la différence. Mais après la pause, il y a eu des ambitions du côté suisse et du côté camerounais. Parce qu'Aboubacar était sur le banc. On comptait plus avec Choupo-Moting et les sociétaires des Lions pour faire la différence. Toko Ekambi pour faire la différence. C'est à ce moment-là que la première erreur de la défense camerounaise, ça paye cash. Et qui a marqué contre les Camerounais. C'est les Camerounais. C'est Mbolo. Un autre Camerounais. Un natif de Yaoundé qui avait besoin de servir les Lions indomptables du Cameroun. Mais nous, Africains, lorsqu'un joueur vient par la grande porte, on
pose nos petites conditions-là qui n'ont ni tête ni pied. Et paraît-il qu'on a demandé l'argent, tout ça. C'est ce qu'on aurait entendu, mais on n'affirme pas. C'est comme ça que nous perdons des fois les binationaux par et aujourd'hui, c'est le même. Aujourd'hui, Mbolo a marqué. Mais est-ce que maintenant, son attitude d'abord par rapport à du côté de Yaoundé. Mais lorsqu'il marque contre son pays natal, son pays d'origine, la nationalité, il a agi comme un manteau. Il est suisse. Donc, il a dit comme ça. Donc c'est pas moi. C'est un message. Voilà, il a dit c'est pas moi, c'est peut-être. C'est l'espoir. Il faut comprendre, c'est le football. Donc c'est une fête. Comme je suis suisse, à ce qui concerne la nationalité footballistique, laissez-moi jouer de cette manière. Donc moi, j'encourage Mbolo. Donc il a une belle carrière. Est-ce que ça ne va pas l'affecter lors de la deuxième journée, bien qu'il ne s'en tirera pas contre les Cameroun, ou soit peut-être que la chance peut sourire. Ils peuvent se croiser en demi-finale ou soit en finale. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ose encore marquer contre ma nation natale, ça peut me créer des problèmes, ça peut créer des problèmes à ma famille du côté de Yaoundé. Peut-être que parce que les plans psychologiques, ça ne va pas les déranger. Bon, d'abord, les Cameroun devraient d'abord faire un effort. Non, on estime que le 28 novembre prochain, battre la Serbie. Mais la dernière journée, les Cameroun vont jouer le 2 décembre face au Brésil de Neymar. Et à chaque fois, on doit les souligner, toutes les équipes africaines, en commençant par les Zaïre en 1974, les Congo actuellement, toutes les équipes qui ont évolué dans le même groupe avec le Brésil, ou en 8e de finale, aucune équipe africaine n'a tenu tête en Coupe du Monde avec le Brésil. Toutes les équipes ont été battues par le Brésil. Non mais le Brésil c'est une nation de football. C'est une nation de football, le Cameroun a tout intérêt. Vous avez une équipe composée à 90% des stars. Bien négocier la deuxième journée avec la Serbie. Et voir maintenant avec le plan de match, si le Brésil... Négocier même un nul contre le Brésil. Si le Brésil s'impose devant la Suisse, le Brésil sera déjà automatiquement qualifié avec 6 points. À ce moment-là, si vous battez le Brésil, vous sortez premier. Mais si vous faites un match nul, que de l'autre côté, la Suisse et la Serbie, s'il y a nul, le Cameroun ne va quitter la compétition. Parce qu'en confrontation directe, la Suisse avait battu le Cameroun. Donc il faut réaliser des victoires. C'est une mission. Lorsqu'il y a des compétitions comme ça... difficile, mais pas impossible. Mais ça peut arriver dans un match de football. Nous pouvons nous réveiller un jour et le Brésil tombe dans un mauvais jour. Un jour sans. Mais ce que je dis, donc, il est ici demandé aux nations africaines, lorsque vous êtes dans un tournoi comme ça, dans une compétition comme la Coupe du Monde, il faut d'abord commencer par faire l'exploit lors de la première journée. Au minimum, avoir un match nul. Ça va vous permettre à négocier votre deuxième journée. La troisième journée, comme aujourd'hui, nous sommes en train de faire des calculs pour le Cameroun, quelque chose qui... Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Vous parlez de match nul. Vous savez comment le Sénégal a été éliminé en 2018? C'était par... Il y avait égalité, non? Si. Voilà, c'est à cause des cartons jaunes. Il faut éviter aussi les cartons jaunes. Le Sénégal avait plus de cartons jaunes par rapport à son concurrent. C'est les cartons jaunes qui avaient donc fait quitter la compétition au Lion de la Teranga du Sénégal. Mais, monsieur José Momba, on doit retenir une chose. L'effort que les nations africaines ont fourni aujourd'hui, moi j'encourage ça. Lorsque vous regardez toutes les sélections africaines, en tête, ce sont les entraîneurs nationaux. Ah, ça c'est quelque chose de bien. Les Ghana. Il y a un natif du Ghana. Vous avez un ancien joueur. Un ancien joueur. Vous avez la Tunisie. Un ancien joueur. Vous avez le Maroc. Un ancien joueur. Et le Sénégal. Aliou Cissé. Donc, Aliou Cissé, donc, 2 Coupes du Monde. Donc, il joue sa 3e Coupe du Monde. La première, il a joué comme joueur. Et sa 3e Coupe du Monde, 2e et 3e en tant qu'entraîneur. Ça, c'est une fierté africaine. C'est une fierté. Les Cameroun aujourd'hui, il y a Rigobert Song qui est secondé par Sébastien Migné. Donc, si l'Afrique, nous commençons aujourd'hui à prendre conscience qu'il faut éviter des fois d'avoir à chaque fois les entraîneurs étaient expatriés. Mais là, vous êtes contre ceux qui disent qu'on peut aller
solliciter les services de Hervé Renard qui a battu l'Argentine. Parce que les Congolais, lorsqu'ils ont vu Hervé Renard sur le banc du Arabie Saoudite battre l'Argentine, ils se sont dit, mais on l'avait négligé, pourtant justement, on n'avait pas négligé Hervé Renard. Hervé Renard, pas négligé. C'est un entraîneur qui a un CV qui pèse dans la balance. Oui. Il a joué avec la Côte d'Ivoire. Il y a eu de bons résultats. Oui. Il a remporté la CAN avec la Zambie. Les Chipolopolo. Les Chipolopolo Boys. Oui. Il a fait la pluie et le bon temps avec les Maroc. Il a qualifié les Maroc pour la Coupe du Monde 2018. Malgré qu'il était éliminé au premier tour, il s'est retrouvé dans les groupes où il y avait l'Espagne et le Portugal. Donc, les deux Caïmans. Voilà. Donc, Hervé Renard, aujourd'hui, si on vous dit la RDC, bon, on parle que les gens ne nous prêtent pas des intentions. Ce sont des analyses que nous sommes en train de faire. Non, on réfléchit à haute voix. Nous avons le Sable, qui est entraîneur de l'équipe nationale. Aujourd'hui, si vous allez chercher un entraîneur comme Hervé Renard, vous connaissez combien l'Arabie Saoudite paie à Hervé Renard? Hervé Renard a fait longtemps avec l'Arabie Saoudite, depuis qu'il avait quitté le Maroc. Ah non, mais la RDC ne manque pas de moyens. Nous avons le minerai ici. Aujourd'hui, si on a un entraîneur 300 000 euros ou 400 000 euros, mais les gens vont marcher sur la rue ici. Les gens vont descendre dans la rue pour marcher. Donc il faut miser sur le... Il avait bien étudié de quelle manière il faut profiter avec les failles de Scaloni, les sélectionneurs argentins, pour faire la différence. L'Arabie Saoudite n'a tiré que 3 fois au but argentin. Si. 2 fois dedans, 1 fois loupé. 3 tirs cadrés. Et l'Argentine a tiré. Mais ça, c'est du réalisme. Ou 9. Voilà. C'est du réalisme. Hyper réalisme, c'est ça. Dans un match de football, dans une compétition comme ça, c'est avec ce genre de statistiques qu'on voit la touche d'un grand entraîneur. Lorsque Hervé Renard a fait la différence, si aujourd'hui on demande aux gens, dites-nous les meilleurs joueurs de l'équipe d'Arabie Saoudite, ils évoluent. Peut-être que ces joueurs-là sont méconnus. Donc, lorsque vous venez dans une grande fête du football mondial comme ça, il faut amener votre touche et laisser les enfants. Je voulais qu'on termine avec la Coupe du Monde par là. J'espère que on s'enchaîne déjà vers la fin de cette émission. On va parler Pefkin. La grande difficulté avec, je l'ai dit, la grande difficulté avec nos internationaux ou nos léopards, c'est que la conversion après la carrière du footballeur, beaucoup, ils ne se lancent pas dans des formations pour être des entraîneurs. J'ai vu Asamoah Gyan, qui avait d'ailleurs à l'époque en 2010 avec l'Uruguay manqué un penalty. Tout le monde connaît l'histoire. Mais il y aura des retrouvailles entre les Ghana et l'Uruguay lors de la 3e journée de ce groupe-là. C'est ce que j'ai dit. Non, ici je parle d'abord. C'est un plat qui se mange au frais. Voilà. Donc il faut que les Ghana se préparent. Même si les Ghana vont quitter la compétition, mais avec une victoire devant l'Uruguay, ça serait une très bonne chose. Vous pouvez méditer déjà même si. Ah, voilà, même si. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec les internationaux, les joueurs congolais, la conversion? Après les carrières, après les terrains en tant que joueur, nous avons Aliou Cissé, nous avons Song, mais en RDC, nous avons qui? La reconversion sur le plan local, il y a ceux qui sont devenus aujourd'hui des entraîneurs, il y a une longue liste. Et sur le plan professionnel, il y a ceux qui sont consultants, à l'image avec Roger Itoto. À un moment donné, on voyait Christopher Walemo. Non, Walemo, il est entraîneur, il a... Voilà, il est entraîneur, il est aussi consultant. Oui. C'est le problème de volonté aussi. Zidane, avant de devenir entraîneur, Zidane, lorsqu'il a raccroché après la Coupe du Monde 2006, Zidane était resté un homme, une vedette, mais il refusait d'entraîner. Après, il est parti du côté des Real de Madrid comme conseiller de Florentino Pérez. Après un moment, lorsqu'on pose la question à Zidane, il dit non, Deschamps, Laurent Blanc, lorsqu'on jouait, on les voyait déjà que ce sont des entraîneurs à venir. Donc, il refusait. Mais après un moment, il a pris le goût. Lorsqu'on a constaté par la Fédération Royale Espagnole, Valencia, c'est un Équatorien, il y a Fernando Torres de l'Espagne, Olivier Giroud, ce sont les joueurs qui ont donc réalisé les doublés à l'issue de la première journée de cette 22e Coupe du Monde. Les plus grands scores, c'est 7-0. Oui.
infligé aux joueurs de Costa Rica par la Furia La Roya de l'Espagne. Je vais vous faire rire, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est le Barça qui a battu Costa Rica. Donc, parce que bon, dire ça, c'est rivalité entre les Catalans et les Madrilènes. Mais la philosophie avec Fernando Hierro, le directeur technique de la Fédération royale de l'Espagne, il a toujours demandé que l'Espagne, c'est une formation ibérique. Les joueurs ont toujours eu des petites tailles. Il n'y a pas vraiment de grands gabarits. Comme donc, les piquets. Pour bien jouer, c'est la philosophie optée par la fédération, c'est jouer comme Barcelone. Lorsque vous regardez avec Luis Aragonés, en 2008, il a pris l'équipe, ils ont remporté l'Euro. Luis Aragonés est parti. Vicente Del Bosque a pris les rênes de l'équipe. Il a remporté la Coupe du Monde avec même philosophie, avec les plus grand nombre de joueurs de Barcelone qui fournissaient. En 2012, ils ont réalisé la passe à toi en remportant l'Euro avec une victoire devant une formation ibérique. Donc l'Italie battu 4-0 en finale de l'Euro. Et en 2014, ils ont connu des problèmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de reconstituer l'équipe avec les jeunes, à l'image de Gavi, Pedri, avec Ansu Fati. Voilà, Ansu Fati. Donc ce sont les jeunes qui sont en train de reconstruire cette... Même si l'Espagne ne gagne pas cette Coupe du Monde, mais avec ces jeunes, il y a possibilité d'aller encore 2026. la Coupe du Monde 2026. Voilà, merci. Nous allons parler dans une minute. Moron Zambé, les grands éducateurs, donc accordez-nous 2 ou 3 minutes. On va parler de l'EPFKIN. Comme vous le savez, c'est championnat provincial qui se joue ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ce championnat a été réparti en 2 poules. Ici, nous sommes en train de regarder les matchs Lega Seforbel. C'est Lega qui a été supérieur en battant cette équipe de Seforbel. C'est un centre de formation de jeunes. Votre avis par rapport à l'encadrement de cette jeunesse, votre avis par rapport à la prestation bien sûr de cette formation de Lega? Et s'il faut parler d'abord du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, c'est l'un des meilleurs championnats de la République démocratique du Congo, malgré que c'est un championnat d'élite de la ville de Kinshasa. Et la formation de Lega, ce que j'ai vu hier, c'est une très très bonne équipe et cette formation a bien manœuvré cette victoire en battant Seforbel sur la note de 3-1. Et le staff technique que j'ai vu hier, l'ancien entraîneur de Lega, avec les renforts de Alex Ntumbaboulalo, avec Mbunga à ses côtés. Donc il y a un staff costaud du côté des Lega, et de la manière dont j'ai vu cette équipe des Lega jouer, en tout cas je me suis dit que Lega est en train de jouer les premiers rôles dans les groupes A pour aller donc chercher les titres des championnats de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Mais l'équipe de Seforbel, c'est la jeunesse aussi, manque de maturité et de lucidité. Et cette équipe qui avait donc égalisé pouvait donc faire mal à Lega, mais les péchés de la jeunesse, les jeunes n'ont pas su faire la différence et l'expérience a fini par payer dans les derniers quarts d'heure. Et surtout les derniers quarts d'heure, c'est les moments les plus difficiles pour un match de football. C'est là où il y a plus de buts inscrits dans les derniers quarts d'heure de la rencontre. Voilà, nous allons vous signaler que Lega prend provisoirement la tête du groupe A, poule A, avec 15 points, suivi de Fonak 15 points, Monzo 14 points, ICK 14 points, Oujana 12 points. Oujana, c'est d'ailleurs grâce à la victoire hier, donc qui a fait assez que cette équipe puisse avoir un peu ses 12 points. Il avait 9. Vous avez Saint-Christian 11 points, AJ Vainqueur 10 points, RC Bumbu 10 points, Kratos 9 points, et Roby 8 points, nous Canon 7 points, Quito Sport 7 points, puis oui 6 points. Puis oui, cette équipe oui, ça me rappelle le défunt William Toumba, qui nous a donc quitté avant le démarrage de ces championnats, dont les joueurs vont jouer ces championnats avec l'amour de défendre les noms de leur président, les défunts. Mais ils sont dans une zone rouge de relégation. On ne sait c'est pas, le championnat va se jouer jusqu'au mois de mai ou fin avril de l'année. Donc ils vont peut-être chercher à relever les niveaux ou relever la tête. À noter que la 9e journée va se poursuivre du côté du terrain Oujana. À 9h, AG Vainqueur sera face à ICK, suivi de à 11h, Nous Canon sera face à Lega qui tient la tête de ce groupe, et Roby sera face à Fonak, et au terrain Pense de Lemba à 9h, Kratos
sera face à Monzo, RC Bumbu face à Quito Sport, et à 13h, Oujana sera face à Piwi, et à 15h, c'est Forbel sera face à les As, hein, cette équipe du président Zico. Les As qui aussi... oui, les As, les champions de l'entente Lipopo avec Zico. Hier, ils sont tombés devant une très belle équipe d'Oujana qui les a donc dominés 2 buts à brosse, Donc, je pense que les As avaient les matchs en première période. Mais il y a quelque chose qu'on doit retenir. Les championnats de l'EPFKIN, c'est les championnats miroirs du football congolais. Tous les joueurs qui passent par l'EPFKIN, vous allez retrouver ces joueurs en Ligue 2 et en Ligue 1, et pourquoi pas en Angola. Donc, pas même en Angola, partout. Pourquoi pas l'hôtel de ville? C'est le moment de penser, de réfectionner le stade Cardinal Malula. C'est le moment de penser avec le stade Tata Raphaël. Aujourd'hui, avec le stade Kibasa Maliba, vous avez vu ce que Wandani est en train de faire, donc Jacques Diaboula, il a donc redoré les blasons ternis de ce stade Kibasa Maliba. Et pourquoi pas les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, pensez aussi au stade Tata Raphaël. Non, lui, au stade lui passe à réflexionner les tombes des musiciens au cimetière de la Gombe. Lui, les terrains ne lui préoccupent pas. C'est comme ça avec Chantini Ngobila. Peut-être avec Jekoko Mulumba, on peut espérer quelque chose, mais ce que nous déplorons avec Chantini Ngobila, au lieu de réflexionner les stades pour l'encadrement des jeunesses, il y a Kenarane ko bongsa ba tombe na cimetière à Gombe. On ne sommes pas contre les morts, mais quand même, il faut voyer Bakeno, Batobasi, Bakoufa, tout ça, ça sont les travaux primaires, hein. Il faut normalement aménager un terrain à la jeunesse. Nous sommes arrivés à la fin, Freddy Toulé, pour ne pas vous dire un mot de la fin, par rapport à tout ce qu'on a dit ici sur la Coupe du Monde, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour les nations africaines? C'est qu'on doit retenir les Africains, on doit se battre. Il faut que cette fois-ci qu'on ait des représentants au deuxième tour de la compétition. C'est le souhait de tous les Africains. Mais en tant qu'analyste sportif, je reste un tout petit peu optimiste. Mais en tant qu'Africain, j'aime le football africain. J'ai besoin de voir une ou deux nations africaines au deuxième tour. Ça nous fera énormément plaisir. Et pourquoi pas rééditer l'exploit de 2010 lorsque l'Afrique du Sud avait organisé la compétition, voire avoir un représentant au niveau des quarts de finale. Pourquoi pas en demi-finale? En demi-finale, ça peut arriver. L'appétit vient manger. Voilà. Merci beaucoup. L'appétit vient manger. C'est par ces notes, c'est par ces mots plutôt que de Freddy Toulé que nous allons mettre terme à cette émission Tribune des Sports de ce vendredi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci à la grande équipe technique, Moron Zambé. Donc, merci pour votre geste de générosité. Tu nous as accordé quelques poussières de minutes pour conclure cette émission. Olivier Lungango ici sur ce plateau. Merci beaucoup à toute la grande équipe rédactionnelle. Donc je vous retrouve dans nos prochains numéros pour plus de sport sur la radio Liberté Kinshasa et aussi la chaîne de télévision Canal Congo Télévision. Et suivez-nous aussi sur YouTube, on allait oublier ça. Vraiment, il faut chercher Tribune des Sports. Si vous tapez sur YouTube, Tribune des Sports, ou soit CCTV officiel, vous avez nos émissions, nos programmes. Vous serez gâtés sur ce que nous vous présentons. Merci et on se retrouve à la prochaine.